Bonjour. Alors, je crois qu'on va démarrer cette session. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue. Comme je disais, pour ceux qui viennent de se connecter, prenez-vous le temps aussi de vous présenter dans le chat, de présenter votre organisation et le rôle que vous jouez au-dedans de cette organisation. C'est le premier webinaire d'une série de webinaires, évidemment, sur la découverte de l'IM, de la gestion de l'information. Et ces webinaires, ça sera concentré sur la clé, comment utiliser la gestion de l'information, la gestion des données comme clé de votre suivi, évaluation au-dedans de votre organisation. Et avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Carton G, c'est l'organisation qui est en train évidemment de vous donner cette formation, cette webinaire. C'est une organisation française qui a été fondée en 2006, qui est basée dans le dans le sud-est de la France. Et notre mission, voilà, on est spécialisé plutôt dans la cartographie, dans tout ce qui concerne la gestion de l'information au-dedans dans le secteur de la solidarité internationale. Et notre mission, c'est celle un peu de appuyer les acteurs de la solidarité internationale à exploiter, à améliorer aussi la qualité, la redevabilité, l'efficacité de leurs projets à travers une donnée, que ce soit géographique ou non géographique, d'une façon qui soit pertinente, que ce soit aussi performante pour améliorer évidemment le projet. Cette série de webinaires s'inscrit dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Agence française de développement. On est déjà sur la deuxième phase de ces projets qui a comme objectif de renforcer la gestion des données programmes des ESS francophones et sur lequel, si vous voulez, évidemment, voilà, vous pourrez aussi avoir plus de détails à travers tout le livre qui sont dans les slides. Et évidemment, au sein de ce projet, nous avons cette série de 5 webinaires qui commence aujourd'hui avec le premier webinaire et qui va continuer une fois par mois jusqu'à la fin janvier. Comme vous pouvez voir, c'est prévu toujours soit le deuxième, soit le troisième mardi de chaque mois, à partir de 11h, hors de Paris, jusqu'à 12h30. Et cette première webinaire, comme on a vu, c'est sur comment utiliser la gestion des données pour améliorer notre suivi d'évaluation. À ces webinaires fera suite un webinaire le 8 octobre sur plutôt la culture de données et la gouvernance des données, si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails sur pourquoi cultiver les données et avoir une culture de données transversale au-dedans de l'organisation est essentiel. Et on changera le 12 novembre pour parler plutôt de l'approche locale de la donnée avec comment changer des perspectives quand on parle des données et comment avoir une approche plus locale, évidemment sur la gestion des données. On va faire suite après en décembre, le 17 décembre, avec le webinaire sur l'intégration du genre dans la gestion des données. Alors, on verra comment intégrer le genre tout au long de notre cycle de gestion des données. Et on terminera le 21 janvier avec le dernier webinaire de cette première série de webinaires sur comment anticiper et gérer les risques dans votre gestion de données. Je vous dirai déjà qu'à cette première série des 5 webinaires, il fera ensuite des autres séries, évidemment plutôt dans le printemps et dans l'automne de la prochaine année, mais aussi dans le printemps 2026. Il y aura encore 3 séries de webinaires dont évidemment les contenus sera publié et diffusé dans les prochains mois. Ce qui est important aussi à vous dire, c'est qu'évidemment, dans un webinaire d'une heure et demie, on va un peu courir, on va toucher certains éléments sur lesquels probablement vous aurez aller un peu plus loin, vous êtes plus curieux, vous voulez aller un peu plus en profondeur.
vous inquiétez pas, on vous donnera aussi tout au long des 7 webinaires, mais aussi des prochains webinaires, plusieurs ressources. Et dans la plupart des cas, ce sont des ressources qui sont complètement ouvertes, qui sont disponibles à tout le monde, qui sont publiques, auxquelles vous pouvez évidemment vous plonger vous-même, aller lire, aller comprendre plus. Tout au long de ces webinaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi et mes collègues, on va vous répondre au fur et à mesure tout au long de cette présentation. Et aussi, concernant la présentation même, que vous verrez pendant tout le webinaire d'aujourd'hui, sera publié et vous aurez y accès dans les heures suivantes, dans les jours suivants à ces webinaires. Et concernant les ressources que je vous mentionnais avant, dans le cadre du projet que je mentionnais avant et des autres projets aussi, on a développé, tant que Carte.g, un portail plein des ressources qui ont été développées, qui ont été publiées par le secteur, avec aussi un coin apprentissage, ce qu'on appelle le Learning Corner, où on a publié plusieurs boîtes à outils sur nombreux thématiques liées évidemment à la gestion des données, à l'analyse des données quantitatives, qualitatives, à la gestion responsable de la donnée, sur lequel vous pouvez rentrer avec certains aussi cas pratiques pour que ça soit évidemment de plus en plus pratique et vous pouvez implémenter cette suggestion, cette bonne pratique dans vos pratiques quotidiennes. Et pour entrer dans le vif du sujet, on commence évidemment avec notre webinaire et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on commencera avec un petit, plus ou moins petit focus sur tout ce qui concerne la gestion des données et de l'information. Qu'est-ce que c'est la gestion des données? Qu'est-ce que c'est la gestion de l'information? Et comment, évidemment, elle se différencie de l'auto-évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est? On verra rapidement les buts et comment différencier les suivis et l'évaluation pour terminer avec une dernière session pour comprendre comment on peut intégrer la gestion de la donnée et de l'information dans notre suivi évaluation, évidemment pour avoir une gestion des projets et une gestion de notre suivi évaluation qui soit de plus en plus efficace et efficiente, mais aussi pertinente. Je serai accompagnée tout au long de ces webinaires par mon collègue. Oups, j'ai un problème avec les slides, désolé. Alors, moi, je ne me suis pas présentée, mais je suis Jessica Bergametti. Je suis chargée de la gestion de l'information et de la collecte des données sur mobile. Et comme je vous disais, je serai présentée, accompagnée tout au long de cette présentation par Beroudan Moussafa, mon collègue qui est responsable des projets IAM sur la gestion de l'information au sein des Carte.g, auquel à qui je laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Beroudan Moussafa, je suis responsable de projet avec Carte.g, avec l'expérience terrain siège de dizaines d'années et qui finalise avec le master en coopération internationale et développement. Je ne prends pas beaucoup de temps, on rentre dans le sujet rapidement. La gestion de données et de l'information. Mais avant de rentrer dans le sujet, je voulais juste poser une question simple. Je pense que la plupart d'entre vous déjà connaissent la réponse. C'est quoi la différence entre les données et l'information? Et je vous incite de l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Quelqu'un qui dit évidemment qu'il pensait que les informations et la donnée étaient évidemment la même chose. Quelqu'un d'autre qui dit que les informations, ce sont des données traitées, que la donnée est une information non traitée. OK. Oui, je pense que la plupart d'entre vous déjà, c'est la différence. Oui, merci bien. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, ils ont déjà répondu à cette question. Les données, comme la plupart que disaient vraiment, les données sont des éléments bruts, autonomes, ni été traités, ni été mis en contexte. Et le regroupement de ces données par traitement, ça nous donne des informations.
Et les informations, c'est vraiment analyser et traiter. Et l'information, quand on le met ensemble et de manière dont on mettait en contexte et caractère informatique, ça nous permet d'avoir des connaissances sur des sujets différents. Maintenant, on va faire rentrer dans le sujet la gestion d'information. La gestion d'information vraiment consiste de collecter, organiser et stocker et maintenir divers types de documents, des images, des bases de connaissances, d'autres médias virtuels. Il englobe toutes les activités visant à garantir les données accessibles et utilisées en temps de cycle de vie de données. Le contexte de gestion de données fait allusion à la gamme complète de processus, des méthodologies et des outils qui nécessairement à différentes étapes d'analyse de données, collecte, analyse, prendre des décisions. Et traditionnellement, la gestion de données, gestion d'informations comprend toutes les étapes de gestion de données. Et ça nous permet d'avoir la définition qui était traditionnelle de gestion d'information qui commençait traditionnellement avec les données qui étaient données physiques, des maintenances, des supports, des papiers. Et avec l'évolution technologique, donc on commençait avec tout autre type d'informations et de gestion de données, y compris les données numériques. Et maintenant, on a 4 composants de gestion de l'information qui se posent notre processus. La première pilier, c'est des personnes qui incluent tout type de personnes qui utilisent, qui analysent et qui créent ce type de données. Et le deuxième pilier de notre processus, c'est les politiques et le processus qui définit l'accès et le stockage. Comment l'accès à certaines données, comment on le fait, l'archivage qui a l'accès, qui a permis d'accéder à un certain point ou un certain degré de données. Et troisième pilier, c'est les technologies, les outils et matériels qu'on utilise comme logiciel pour collecter et gestionner ces données. Et le quatrième, c'est les données, l'information qu'on a déjà de notre organisation. Je pense que la plupart des gens fait confondre différents termes par rapport à la gestion de l'information. Et ce qui nous amène à la prochaine étape sur des périmètres, de connaître c'est quoi les gestions d'information par rapport à d'autres notions qui existent déjà. Comme les technologies de l'information, les IT, l'IT vraiment, il consacre à se refaire aux services techniques comme des réseaux, des serveurs, des logiciels qui nécessitent des fonctions de certaines informations. Aussi, on a des périmètres de systèmes d'information, gestion d'information, ça de faire. Par rapport à ça, pardon. Oui, parce que la gestion du système d'information se focalise sur 3 types de personnes, de processus et des technologies, mais elle ne comprend pas l'étape qui était l'étape de données qu'on a dans la gestion d'information. Et le troisième, c'est les technologies d'information et de télécommunication. C'est tous les processus et tous les logiciels et tous les matériels qu'on utilise qui étaient directement attachés avec les bénéficiaires et communautés locales, comme des collectes de données sur le mobile, Corbeau, ODK. C'est des technologies qu'on utilise, mais étaient directement liées avec les bénéficiaires. Et une autre différence aussi, la technologie de l'information et de la communication peut être externe et gestion d'information, c'est toujours un processus interne. Et aussi la différence entre suivi et gestion d'information. Suivi focalise sur des projets, des données spécifiques pour atteindre certains objectifs, mais gestion d'information, c'est plus large et plus englobe. Ce qui nous amène à la prochaine étape de vous montrer les données programmes. C'est quoi les données programmes et les données opérationnelles? Les données programmes, c'est réfère aux données spécifiques collectées pour suivre des objectifs, des résultats, des indicateurs pour un projet ou pour un programme spécifique. Et ces données souvent étaient utilisées par le suivi évaluation afin de mesurer l'impact d'une intervention ou d'un projet spécifique.
Mais ce qui diffère de données opérationnelles, et les données opérationnelles consacrent toutes les données qu'une organisation utilise pour mettre à mise en œuvre un projet. Donc, ces données DRH, sécurité, logistique, toutes ces données, c'est considéré des données opérationnelles. Donc, c'est bien de le distinguer et ne confondre pas entre les données programmes et données opérationnelles. Maintenant, comme j'ai déjà expliqué que la gestion d'information se découle de la gestion de données traditionnelles, et c'est le cycle de gestion de données traditionnelles qu'on a. C'est une cartographie qui a été créée par le cartographe. C'est quoi? C'est l'ensemble des étapes spécifiques pour la production et utilisation de données. Mais avant de rentrer en détail dans le cycle de gestion d'information et de suivi évaluation, il y a trois éléments. On sait déjà, la plupart d'entre vous, ils ont déjà sait, mais trois éléments, on voulait juste mentionner rapidement, c'est quoi? C'est par rapport aux données. Le premier élément qu'on trouve, c'est la typologie des données. On a différentes typologies de données. Les données, on a les données quantitatives, c'est les données qui étaient numériques qu'on peut mesurer. On a les données qualitatives qui peuvent servir pour expliquer certains résultats qu'on a obtenus dans les données quantitatives. On a les données spéciales géographiques, comme les dit, la cartographie, qui nous permet d'avoir une vision sur une intervention ou sur une zone géographique spécifique. Et finalement, les données multimédia. Les données multimédia, ça inclut les photos, vidéos, l'enregistrement d'entretien aussi. Le deuxième élément qui est important aussi de mentionner rapidement, c'est les sources de données. On a le grand deux familles de sources de données que tout le monde connaît, les données premières et les données secondaires. Les données premières, c'est les données directement collectées par vous-même pour faire une recherche auprès de votre équipe terrain. Et les données secondaires, c'est les tout données qui peuvent être servir d'avoir une vision générale avant de collecter les données primaires. On peut le voir dans des rapports qui étaient publiés souvent par le OCHA ou par Relief Web sur certains aspects ou certaines thématiques qui nous intéressent, soit WASH, soit Livelihood. Ça nous permet d'avoir une vision générale. Et le troisième volet, avant d'entrer entre suivi et évaluation, c'est le volet et les volets protection et responsable de données. C'est essentiel au moment qu'on travaille avec les données, soit en collecte, soit analyse, soit en publie. Le premier volet, c'est important, c'est confidentialité de données, dans le besoin de savoir qui sont autorisés d'avoir un certain niveau d'information et qui perd le droit. Et deuxième chose, la sécurité, l'organisation ou les équipes qui travaillent avec les données doivent prendre toutes les mesures possibles de protéger les données exigées parce qu'elles contiennent des informations sensibles des bénéficiaires ou de certaines normes de catégories de bénéficiaires. Et le troisième volet, c'est la qualité. De façon courante, on définit la qualité, adéquation de l'objectif ou la capacité d'utiliser pour prendre des décisions fondées sur les données. Donc, si on a un donné bien, niveau qualité très haut, ça nous permet de prendre des décisions correctes et fondées sur des évidences. Et troisième, c'est la culture de données et capacité de lire, travailler, analyser les données. Et comme mentionné ma collègue, la prochaine série sera sur la culture de données. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue pour continuer avec vous. Merci Baoudan et merci pour toutes ces informations sur les données et sur l'information et sur la gestion responsable des données. Et on passe maintenant, évidemment, probablement au sujet qui est un peu plus connu entre vous, mais on donne en tout cas quelques éléments qui peuvent être utiles après pour voir comment intégrer évidemment le suivi, intégrer la gestion de l'information et la gestion des données dans le suivi et l'évaluation. Alors, quand on parle évidemment de suivi-évaluation, on est
écoute beaucoup parler de ces deux termes, de plus en plus aussi, comme, pas seulement comme suivi d'évaluation, mais plutôt comme CRA. Dans ce cas-là, on se concentre qui sur le suivi d'évaluation à dessein un peu d'un côté, ce qui est le côté de redevabilité et d'apprentissage. Et quand on parle de suivi-évaluation, dans le cycle du projet, évidemment, il y a certains éléments, certaines activités, certaines phases qu'on doit prendre en considération, certaines choses qu'il faut faire tout au long du projet qui concernent le suivi et l'évaluation. Alors, au moment, évidemment, de l'initiation, euh, quand on est plutôt sur l'initiation de notre projet, quels sont les éléments de suivi-évaluation qu'on met en place? On a évidemment plutôt un diagnostic des besoins. On cherche à comprendre où nos projets, quels sont les besoins et les nécessités que notre projet cherche aussi à, voilà, cherche à targetiser, cherche à donner une réponse. Sur la base des besoins que nous avons identifiés au moment de l'initiation, on va définir quels sont les changements qu'on veut apporter. Et pour définir les changements qu'on veut apporter, on va définir notre théorie du changement. Sur la base de la théorie du changement et évidemment de changements qu'on veut apporter, on va aussi définir notre cadre logique sur lequel, évidemment, c'est notre document aussi contractuel avec le bailleur, sur lequel se base pas seulement la chaîne d'activité, des résultats, d'objectifs spécifiques et d'objectifs généraux, ou objectifs généraux, mais aussi sur laquelle on peut trouver le côté plutôt de suivi-évaluation, qui sont par exemple les indicateurs, notre valeur de base, si on a déjà une valeur de base, notre valeur finale qu'on veut rejoindre comme changement à la fin de ces projets. Nous avons aussi la source de vérification, c'est où qu'on va chercher cet indicateur. Et voilà, le cadre logique représente un peu tout le cadre de notre projet qui inclut évidemment toutes les activités qu'on va amener, mais aussi tout le changement et comment qu'on va mesurer ces changements à travers les indicateurs qui ont été choisis. Et évidemment, on ne pourrait rien faire sans les ressources. Quand on parle des ressources humaines, on parle aussi des ressources financières. Nous avons toujours besoin, surtout dans la phase d'initiation, mais évidemment après, dans toute la phase de notre projet, d'avoir des ressources qui ont été destinées, pas seulement aux activités, mais aussi aux activités de suivi et évaluation. Et c'est très important de définir cette ressource et de la même façon de définir le cadre logique avec tous les indicateurs, etc., depuis le début de notre projet. Et une fois que on a complété toute cette phase d'initiation, on passe évidemment à la phase plutôt de planification. Alors, c'est le moment de planifier, c'est le moment de commencer de lancement du projet. Dans cette phase de lancement du projet, de commencement du projet, on va évidemment faire ce qu'on appelle le plan de suivi-évaluation. Ou le plan, si on a aussi le côté redevabilité apprentissage, on inclut aussi tout le plan CERA, notre plan d'analyse. On va évidemment définir pour chaque indicateur comment on va mesurer cet indicateur, quelle méthode de calcul on utilise. On va définir encore plus dans les détails la source de vérification, la personne qui est responsable de calculer cet indicateur, mais aussi s'il y a par exemple des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, on rentre dans les détails aussi de comment on va calculer l'élément qualitatif. Et ensuite, une fois qu'on a calculé on a calculé notre valeur de base, on a bien défini notre plan de suivi et évaluation, on va calculer, si on ne l'avait pas tout au début de notre initiation, on va calculer aussi la valeur de base de nos indicateurs. Une fois qu'on a été calculé, on démarre avec nos projets, avec toutes les activités de nos projets, et tout au long de notre mise en œuvre, on va évidemment faire le suivi des indicateurs et des activités qu'on a mises en place pour vérifier évidemment si on est en train de rejoindre notre objectif, mais plutôt notre résultat et nos produits.
Et évidemment, il y a aussi des autres éléments qu'on mettre en place dans notre phase de mise en œuvre et qui ce n'est pas seulement le suivi des activités, mais aussi l'évaluation. Il y a certains, évidemment, moments où on va évaluer nos activités, que si les activités sont cohérentes, sont pertinentes, sont durables, sont efficientes, sont efficaces, etc. Mais au milieu du projet, pour vérifier, pour chercher à réadresser nos activités, évidemment, si probablement le contexte a changé, les situations ont changé, etc. Mais on peut aussi mettre en place le côté de capitalisation d'apprentissage, évidemment, qui peut faire suite à notre évaluation. Et tout à la fin de notre clôture, à la fin de notre projet, il y a évidemment aussi la clôture de toutes les activités des suivis évaluation. Et entre ces activités, on a évidemment la capitalisation finale, l'apprentissage final qui se base dans la plupart des cas aussi sur une évaluation finale qui est faite. Et c'est un peu là l'évaluation finale qui est la plus connue entre les différents types d'évaluations qui existent. Et déjà qu'on a vu un peu quels sont les éléments du suivi-évaluation, le cycle du suivi-évaluation dans toutes les phases du projet, on va rentrer un peu à voir quels sont les fondamentaux de notre suivi-évaluation. En fait, quel est un peu l'intérêt et les bénéfices de mettre en place le suivi et l'évaluation. Évidemment, ça aide à apprendre à travers l'expérience, et les activités, à apprendre quelles sont les prochaines étapes, à ajuster aussi les prochaines étapes de nos projets pour mieux répondre au but du projet, au changement du projet, mais aussi aux bénéficiaires. Améliorer aussi la qualité chercher à améliorer la qualité des actions, aussi avec des retours qui viennent de nos équipes, de nos partenaires, du bailleur, du bénéficiaire. Chercher à renforcer aussi le partenariat entre les différentes organisations, les différentes parties prenantes qui sont partenaires de nos projets ou de nos programmes. Répondre aussi aux attentes des bailleurs et chercher à les fidéliser parce qu'évidemment, on a une besoin des ressources qu'on a mentionnées aussi avant pour aussi attendre les changements qu'on a dans notre mission et dans notre vision en tant qu'organisation. Et enfin, aussi chercher lié à l'idée du changement qu'on a dans la mission et dans la vision de nos organisations, chercher à lutter évidemment contre les causes et les conséquences des inégalités ou pour certains droits sur lesquels notre organisation est plus focalisée, que ce soit le genre, la jeunesse, l'écologie, la bonne gestion des biens communs, etc., etc. Et dans ce sens-là, quel est alors le rôle nos personnels, du personnel de suivi-évaluation? Évidemment, les ressources humaines qui sont en charge du suivi-évaluation, avant tout, évidemment, il y a le chargé des projets ou le chef des projets qui est responsable aussi pour tout le côté suivi-éval, mais qui est entouré, dans le cas où c'est possible, des professionnels, des experts de suivi-évaluation. Évidemment, ils sont en charge de créer des systèmes de suivi-évaluation qui n'incluent que les informations, doivent inclure que les informations nécessaires à connaître. On verra dans le troisième partie de notre webinaire, qu'est-ce que ça veut dire n'inclure que les informations nécessaires à connaître. Évidemment, doivent sont responsables de la collecte des données fiables. Ce sont un peu les personnes qui sont en charge aussi de toute la collecte des données et toutes les données qui doivent renseigner pour les indicateurs. Sont aussi en charge après, une fois que ces données ont été collectées et que ce sont des données fiables, ce sont des données de qualité, à transformer ces données et ces informations en connaissances, à renseigner les indicateurs, évidemment, comme on disait, mais aussi sont en charge d'utiliser et de diffuser ces résultats. Ça peut être une diffusion en interne, ça peut être une diffusion en externe, mais aussi ça peut être une utilisation en interne en tant qu'apprentissage, capitalisation pour, comme on verra, chercher à changer un peu, réadresser les prochains états de nos projets ou les prochains projets dans le cadre d'une évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est important au moment de définir le système de suivi-évaluation? Le système de suivi-évaluation doit être
léger, on dirait, et capable de fournir des données en temps opportun pour répondre aux besoins d'information et éclairer la prise de décision dans les projets. Quand on parle qu'il est important que les systèmes soient légers et capables, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre plan de suivi évaluation doit pas être, on doit être pratique et on doit être aussi euh, concrète, dans le sens qu'il faut évidemment pas chercher, il faut être, voilà, avec les ressources qu'on a, que ce soit des ressources humaines, avec les capacités, les compétences qu'on a en interne, et avec les ressources financières avec lesquelles on compte sur le projet, on cherche à faire notre mieux. On cherche à avoir des indicateurs qu'on peut mesurer, pas des hyper indicateurs qu'on ne peut pas mesurer parce qu'on n'a pas les compétences et on n'a pas les moyens pour le faire. Mais en même temps, on cherche à faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, en optimisant et en utilisant d'une façon efficace, évidemment, nos ressources, que ce soit des ressources humaines d'une façon, et des ressources financières, pour qu'on puisse répondre aux besoins d'information, évidemment, pour qu'on puisse renseigner nos indicateurs, faire du reporting en interne, renseigner les indicateurs et les données programmes, mais aussi faire du reporting en externe vers le bailleur, et pour qu'on puisse prendre des décisions. Les décisions peuvent être, voilà, on poursuit dans cette direction parce qu'on a bien fait avec cette activité, ou non, cette activité doit être revisée, on doit repenser à comment mettre en place cette activité parce que de cette façon, on n'a pas atteint l'objectif qu'on avait prévu. Et évidemment, de l'apprentissage vient l'action et évidemment la prise de décision. Ok, alors cette prise de décision, comme on disait, le système de suivi évaluation est composé par deux éléments. On a d'un côté le suivi, d'un côté l'évaluation. Et on rentre maintenant dans chacune de ces deux côtés. D'un côté, on a le suivi. On parle de suivi d'un programme ou d'une intervention qui implique évidemment la collecte des données régulières tout au long tout au long du projet, tout au long du programme. Et mesure, à travers le suivi, on mesure les progrès vers les attentes des objectifs du programme et on cherche à voir, à vérifier si on est en train de suivre les changements qu'on avait prévus tout dans la phase d'initiation et de planification de notre projet. Et on le fait tout au long de notre projet, tout au long de notre programme, tout au fil du temps qu'on met en place nos activités. Quel est le but, quel est l'objectif de notre suivi? Évidemment, c'est de prendre des décisions éclairées pendant nos projets pour qu'on puisse, pour que voilà, notre programme soit efficace et évidemment notre ressource soit utilisée d'une façon efficiente. Et dans ce sens-là, pour comprendre si notre programme est efficace, oui, efficace et nos ressources sont utilisées d'une façon efficiente, on va se poser trois questions clés. Dans quelle mesure le programme a-t-il mis en œuvre? Dans quelle mesure la mise en œuvre varie-t-elle d'un site à l'autre? Et le programme a-t-il bénéficié aux personnes visées et à quel coût? Évidemment, là, on est en train de faire aussi une sorte d'évaluation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le suivi est aussi connu comme évaluation des processus. On est en train d'évaluer si le processus, si les activités que nous sommes en train de mener sont menées d'une façon d'une façon de qualité, d'une bonne façon. Et là, on répondra plutôt à la question dans quelle mesure le programme a été mis en œuvre. Après, on cherche à répondre à la deuxième question sur comment le projet, aussi les activités ont été menées dans les différents lieux où le projet est implémenté. Est-ce que c'est mis en œuvre dans la même façon? Pourquoi a été mis en œuvre de la même façon? Et pourquoi a été mis en œuvre d'une façon différente? Est-ce que ça a aidé pour que, voilà, une façon plutôt qu'une autre a fonctionné mieux? Évidemment. Et évidemment, si on entrant, il faut aussi rendre compte aux bénéficiaires et voir si le programme, évidemment, a fait bénéficier les personnes visées ou pas, et c'est évidemment a été fait d'une façon efficiente.
Et là, on passe sur l'évaluation. Évidemment, l'évaluation, c'est plutôt la mesure dans laquelle les activités du programme ont atteint les objectifs attendus. On est plutôt dans la part haute de notre cadre logique. Et on est en train d'évaluer si les changements qui ont été prévus dans notre théorie du changement et dans notre cadre logique peuvent être attribués à l'intervention, au programme sur lequel on est en train de travailler, nous sommes en train d'évaluer. La différence entre l'évaluation et le suivi, c'est que si le suivi, on appelle l'évaluation du processus. Par contre, l'évaluation, c'est l'évaluation de l'impact. On va en fait mesurer quel était l'impact de notre intervention sur le contexte et sur les personnes qui ont été visées par nos projets, et si cet impact-là correspond ou pas avec le changement qui a été prévu. L'évaluation, que ce soit évidemment une évaluation finale ou une évaluation intermédiaire, ou aussi évidemment des évaluations qui viennent faites tout au début de notre projet, mais c'est suite à un plan d'études bien conçu. Depuis la phase c'est une bonne pratique, et depuis la phase d'initiation, de planification, quand on définit notre plan des suivis évaluation, on définit aussi à quel moment on va faire l'évaluation, avec quelles ressources, avec quelles réponses, quelles questions on veut que l'évaluation réponde. Et pour que puisse répondre à des questions, évidemment, on a besoin d'une collecte de données, avoir au moins des valeurs, des références de baseline tout au début de notre projet, pour ce que aussi peuvent être utilisées pendant l'évaluation pour voir l'impact de nos activités, et si on a atteint notre objectif. Et évidemment, ce qui est aussi conseillé, c'est d'avoir une triangulation des données, c'est d'avoir évidemment un groupe des contrôles ou un groupe des comparaisons avec lequel on peut comparer les données qu'on a collectées sur le groupe qui a été visé par nos projets avec les données qui ont été collectées sur un groupe de personnes ou un groupe indépendant d'organisations, ça dépend un peu de notre unité de mesure, qui n'a pas été évidemment visé par nos projets. Et alors, pour un peu conclure au niveau de suivi-évaluation, pourquoi est-il importante le suivi-évaluation? Comme on a dit tout au début, afin de suivre les progrès qui ont été réalisés par rapport aux objectifs fixés, prendre des décisions qui ont été éclairées, de la gestion pour gérer d'une façon plus efficace les ressources et l'allocation des fonds, mais aussi voir quels sont les ajustements qu'on peut faire tout au long de nos programmes ou de nos projets, et chercher évidemment à avoir une responsabilité envers les parties prenantes. Évidemment, il y a toujours ces deux côtés de apprentissage et évidemment action, prise de décision, et l'autre côté qui est plutôt de rencontre vers vers les bénéficiaires, mais aussi vers toutes les parties prenantes de nos projets, que ce soit le bailleur, que ce soit le partenaire, etc. Dans ce sens-là, c'est pour ça que le suivi d'évaluation sont des processus continus qui se déroulent tout au long de notre vie du projet, du programme aussi. On l'a vu tout au début de cette session. Et c'est important de planifier depuis les phases de lancement de notre projet, depuis la phase de planification, tout ce qui sont toutes les activités des suivis et d'évaluation. Et évidemment, si d'un côté le suivi est effectué à chaque étape du programme, avec une collecte, des analyses, des utilisations et diffusion des données, de l'autre côté, l'évaluation est plutôt faite à la fin du projet, mais aussi d'une façon intermédiaire. Alors, est faite d'une façon moins continue. Il y a des moments précis où on met en place l'évaluation, auxquels on cherche à répondre à certaines questions spécifiques de nos évaluations, certains critères qu'on décide au fur et à mesure avec nos évaluateurs, avec notre charge de suivi et évaluation, afin de mesurer l'impact. Pour terminer, évidemment, comme on vient de dire, chaque projet ou intervention doit avoir un plan de suivi-évaluation qui est très détaillé, qui est spécifique depuis le début d'un programme, et depuis le début de chaque intervention. Et aussi,
Il montre comment les résultats attendus d'un programme sont liés à ses buts et objectifs et décrit évidemment toutes les données. Notre plan de suivi évaluation va décrire les données nécessaires ainsi que la manière dont ces données seront collectées, seront analysées et seront aussi utilisées et diffusées. Et afin de faire cette plan de suivi et évaluation, évidemment, on doit prendre en considération certains éléments tels que les hypothèses, les relations prévues entre les activités, les résultats immédiats, les résultats finaux pour le lien des causalités-effets, les mesures conceptuelles et des définitions de nos indicateurs, le calendrier de suivi, évidemment, tout à côté de notre chronogramme d'activité, il faut aussi avoir le chronogramme des activités de suivi et évaluation qui doit être intégré à nos calendriers des activités. Une liste des sources des données à utiliser. Des sources, évidemment, avant, Béroudan mentionnait en fait les sources primaires, les sources secondaires, et c'est évidemment un peu ça, et évidemment rentrer plus dans le spécifique de quelles sources on va utiliser. Une estimation aussi des coûts des activités de suivi-éval, ça doit être évidemment pris en compte par rapport aussi aux ressources qui ont été destinées au suivi-évaluation dans nos projets. Une liste des partenaires et collaborations qui va aussi nous appuyer dans toutes les activités de suivi-évaluation. Et aussi, cela va constituer évidemment une plan d'analyse et qui va aussi définir comment ces informations qui ont été obtenues vont être après utilisées et obtenues. Et afin de voir mieux comment, évidemment, cette plan de suivi-éval va être intégré, et c'est là où, évidemment, notre gestion de l'information va être utile afin que notre suivi-évaluation soit de qualité. Soit notre plan de suivi-évaluation, qui est un peu notre pierre sur laquelle on base tout le système de suivi-éval, va être mieux si on va inclure une bonne gestion de la gestion des données et des informations. Et avec ça, je laisse la parole à Béroudan pour que vous illustrer. Rebonjour. Juste un demande si la voix elle est bonne ou non. Désolé, je suis enrhumé, un peu malade. Je pense que c'est le cas. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou non. J'attends juste la Oui, confirmation. très bien. Eh bien, merci bien, c'est très gentil. Et désolé encore, je suis un peu malade et c'est la raison. Et maintenant, on va voir comment inclure l'AM, la gestion d'informations, dans votre suivi évaluation. Vraiment, quand on fait un regard plus large sur le cycle de gestion de données, on voit que ça correspond exactement à ce qui fait la suivi évaluation des experts au CERA en général. Et pour rentrer en détail, maintenant, on va voir chaque étape de ce cycle de gestion de données, ce que veut dire et comment se croise avec le suivi évaluation. Et s'il commence par première étape dans notre cycle de projet, c'est définir des besoins. Imaginez qu'on a un need assessment diagnostic de besoin de zone géographique. Ceux qui ont besoin de savoir, tout d'abord, la question plus importante pour moi, c'est minimiser les données, la quantité de données. Ce qui veut dire quoi? La good to know approach is good enough et good to know approach. C'est deux approches qu'on utilise et good to know approach, c'est pas essentiel pour notre projet. C'est qu'on cherche exactement pour le projet juste les informations qui sont essentielles. Pourquoi? Parce que si on va dépendre sur les informations qui sont pas nécessaires, c'est forcément besoin des ressources humaines et qui exige des ressources, et ça évalue des ressources financières, et ensuite, ça peut être affecté d'autres projets qui est en place, et donc elle va s'occuper l'équipe d'experts de suivi et évaluation. Et après, on a défini les informations. Donc, on va partir sur l'idée quelle information on a besoin. Est-ce qu'on doit faire, comme l'exemple que j'ai pris, un diagnostic des besoins? Est-ce qu'on a besoin de faire un diagnostic sectoriel ou multisectoriel? Et à partir de ça, on peut voir notre définition
clair des objectifs. Et ensuite, on fait notre hypothèse et question de recherche. Quel élément vraiment on va avoir? On va avoir la réponse après notre diagnostic de terrain. Et les éléments aussi de prendre en considération, répertorier les données qui existaient déjà, les données secondaires, les données qui étaient publiées par d'autres organisations similaires qui travaillent soit dans le secteur similaire ou dans la zone géographique similaire. Parce que l'objectif d'être efficace et tout le monde dans le suivi évaluation, c'est le moment de planification de n'importe quel projet. On n'a pas le budget encore, donc on n'a pas les ressources financières, donc on n'a pas beaucoup à dépenser à ce stade. Donc, ça veut dire que tu dois dépendre d'autres ressources qui est disponible, qui est gratuit et qui est utile pour croiser les informations. Et la troisième information qui est importante aussi, qui sera engagé dans la définition des besoins, partie prenante, clé interne ou externe. Je vois, selon l'expérience, que beaucoup des organisations humanitaires dépendent beaucoup sur les rapports externes et n'utilisent pas les connaissances internes. Imaginez qu'une organisation qui travaille dans une zone géographique spécifique ou sur une thématique spécifique de dizaines d'années. Donc, elles ont cumulé au fur et à mesure une connaissance approfondie, soit sur une thématique, soit sur un enjeu géographique. Et c'est mieux avant d'y aller plus loin, de consulter les parties prenantes, aller voir votre collègue, d'autres qui travaillent soit dans le programme, dans l'outreach, qui peut être utile d'avoir de certains niveaux d'information. Et le quatrième point, c'est outils de collecte de données. Est-ce que vous voulez utiliser les outils de collecte papier ou mobile? Quelle technologie que sera utilisée? Ça doit être clair avant de vraiment lancer dedans. Et synthéser est vraiment de fait de première théorie du changement. Comment, après la définition, comment ce niveau pas intervention, ça va changer l'impact d'un programme. Et les éléments essentiels pour le suivi et l'évaluation, c'est tout le temps de croiser les données, triangulation. Ne dépendez pas d'un seul source de données. Peut-être les données seront biaisées, peut-être qu'ils montrent un point de vue spécifique. Donc, c'est mieux tout le temps de croiser les données des différentes sources de données et vérifier tout au long du projet que la source que vous utilisez ou que vous appuyez est source fiable. Dépendez des organisations internationales ou nationales qui ont des réputations connues, ou de OCHA, Agence onusienne, des rapports qui sont publiés par l'Union européenne DG. Donc, appuyez sur des sources fiables pour déterminer votre projet. Et ensuite, on va aller à deuxième. Donc, vraiment, tout ce cycle de projet, je pense que toutes les personnes qui travaillent en suivi et évaluation, ça devrait passer par là. On va aller à la prochaine étape qui était concevoir et planifier les activités. Ouais. Et tout d'abord, élaboration de théorie du changement. Parce que sans théorie du changement, on ne sait pas quelle activité va amener quel impact. L'idée, ce n'est pas clair. Donc, ça, première étape de élaboration, ça devrait être une théorie du changement bien établie en appuyant sur les éléments qu'on a recrutés de première phase de définition des besoins et en montrant un chemin clair. Comment les interventions, comment un projet spécifique, activité, ça va améliorer l'impact, ça va amener à l'impact et d'un objectif spécifique ou général d'un projet. Et deuxième, c'est cadre logique bien défini. Le cadre logique, c'est bien défini, ça veut dire quoi? Les objectifs précis. Et l'objectif précis, ça veut dire SMART, on peut être mesuré. Et les résultats attendus aussi doivent être bien clairs et spécifiques aussi. Et les indicateurs, je pense dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui demandent des indicateurs, mais les indicateurs, on n'a pas, désolé,
On n'a pas un pack d'indicateurs spécifiques, mais ça dépend du projet. Si un projet de wash, il y a des indicateurs comme des désolé, que par exemple, comme un projet de wash, on a des indicateurs, nombre de litres de l'eau consommée par personne par jour. Ça, c'est un indicateur. Si on appuie sur livelihood au moyen des subsistances, nombre de repas consommés, si c'est des santé, c'est différent. Donc, il n'y a pas un pack spécifique. On a tous les indicateurs. Ça dépend de thématiques, ça dépend des projets. Et les hypothèses. Les hypothèses, prenez en considération que hypothèse, je sais que tout le monde le sait, mais hypothèse, ce n'est pas négatif. L'hypothèse, c'est toujours en prendre le côté positif. Si l'activité 1 était amenée ou était définie ou les populations à appliquer, on dit le changement, le comportement 1 c'est appliqué par la population, ça va nous amener à la résultat 2. Et ensuite, c'est toujours, on prend l'hypothèse, c'est bien défini, mais toujours le côté positif. Et c'est la base de suivi, évaluation. Ouais. Ouais. Et, bon, derrière. Ouais. Et la prochaine étape, c'est vraiment planifier les activités de suivi, évaluation. Comme ma collègue Jessica, elle a euh, déjà parlé parce que je regarde le chat aussi, elle a déjà parlé sur le côté du plan de suivi des activités, de planifier des activités de suivi et évaluation. Vraiment appuyer sur des processus très clairs, une matrix des indicateurs, être bien défini, appuyer sur le cadre logique. Plan le budget et combien la personne ressources humaines ça va appliquer, quelle méthodologie, ça doit être bien vraiment clarifié à un moment, quel moment vous voulez appliquer des suivis, quel moment vous voulez appliquer l'évaluation. Donc, c'est les phases intermédiaires ou la phase finale de l'évaluation et le moment qu'on a le baseline. Je pense aussi que certaines personnes qui mentionnaient baseline. Oui, c'est vrai, baseline, c'est un appui quand on revenir pour mesurer les indicateurs, le moment d'avancement sur un projet ou sur un programme. Et le côté financier et ressources humaines, combien de personnes ont besoin pour collecter les données, soit terrain, soit concevoir, combien de personnes ont besoin pour l'analyse et partage de données, le rôle, est-ce que c'est bien défini ou non. Et les ressources financières, on sait, le côté suivi, évaluation de le propane, normalement, c'est pas grand, ça change d'une organisation à l'autre, mais c'est à peu près d'entre 3% à 6%. Et, et le rôle d'un suivi, évaluation doit vraiment dresser dans ce cadre. Et ça que nous amène dans le cycle de gestion de données, c'est collecter et créer les données. C'est un exemple tout à fait, les suivis et évaluations qu'il le fait tout au long d'un projet ou d'un programme. C'est tout le temps, tu as une équipe de suivi qui est sur le terrain, qui collecte les données et qui crée les formulaires. Ouais. Et donc, je vais rassembler plusieurs bonnes pratiques de collecte de données. Plan d'analyse. Pourquoi plan d'analyse? Parce que il y a certains des gens, certaines organisations, type de manière de travail, ils commencent de créer le formulaire avant d'avoir une idée claire de plan d'analyse. Et c'est un faute vraiment très grave pour moi. On ne peut pas avoir collecté les données, après on réfléchit comment on peut analyser les données. Avant de partir sur collecter, le plan d'analyse, ça doit être clair. Quelle information je dois aller le voir et quel type d'analyse que je l'amener. Donc, ça doit être vraiment la première base de votre
avant de collecter les données, faire votre plan d'analyse avant de partir sur le terrain. Et quel niveau du traité de qualité les données souhaitées. Et ça vous permet d'avoir le moment où vous faites nettoyage, quel élément sera éliminé et quel élément, quelle information doivent rester pour être analysées après. Et toujours, on pose la question, est-ce que la collecte de données elle est nécessaire et non? Ces questions, collecter ce qui est juste nécessaire pour votre organisation. Parce que la collecte nécessaire ou qui n'était pas nécessaire pour un programme, pour un projet, ça a forcément amené sur plusieurs aspects, comme déjà j'ai mentionné, de ressources humaines financières, mais aussi l'aspect sécurité. Parce que pour protéger ces données, ça demande beaucoup de renforts technologiques et humains aussi. Et quelle méthode de collecte les données est appropriée. Ça doit être clair. Je vais aller sur le terrain, zone géographique, dans zone c'est la sécurité. Est-ce que je dois utiliser la méthode de collecte de données sur le mobile? Est-ce que ça va mettre en risque la population et les gens qui travaillent sur le terrain? Ces questions, je dois avoir la réponse avant de partir. Et ensuite, j'utilise le forme papier. Est-ce que l'information, je peux le protéger ou non? Et l'échantillon aussi, on sait dans la suivi-évaluation, on ne peut pas consulter pour avoir l'information depuis toute la population. Donc là, l'échantillon doit être vraiment correspondre ce que tu dois chercher dans ce que tu as mis dans la plan d'analyse et l'échantillon doit correspondre à ça. Et dans le design du formulaire, donc langue de formulaire, utiliser toujours la langue de formulaire qui est proche de langue de population. Longueur de formulaire, si vous consultez directement les bénéficiaires, prenez en considération le longueur de questionnaire et peut-être certains gens ne voulaient pas rester une demi-heure pour répondre aux questions. Et le consentement doit avoir tout d'abord collecté les données et le consentement de après l'utiliser les données. C'est très important. Toujours avant de collecter les données, demande les gens est-ce qu'il est d'accord ou non. Si elle n'est pas d'accord, arrêtez l'entretien, allez suivre la personne d'après. Prochaine étape, c'est validation du formulaire, validation technique qui se fait par votre équipe et essayez de faire un test sur le terrain, un petit échantillon de 5-10 personnes, juste tester votre exemplaire avant de vraiment mettre en disposition large et utiliser des formes simplifiées. Implémentation, contrôle, quand le moment où vous faites l'entretien, contrôle de votre part, ou la personne qui est responsable sur le terrain, qui est sur le terrain, continue de manière qu'il collecte, débrief chaque jour après la collecte de données, faire voir une vision, faire voir les données au fur et à mesure. Ne laissez pas jusqu'à dernièrement, une minute d'avoir, peut-être il y a une erreur, ça a demandé de corriger de manière de travail. Donc, le voir de fur et à mesure. Et analyse et diffusion, donc on a feedback sur l'enquête, archivage. Et maintenant, on passe l'étape. Aussi, on a quelques questions qui doivent vous poser avant de commencer sur un collègue de données. J'ai déjà mentionné tout, donc on peut passer. Et juste ça, et il y a des personnes aussi qui demandent, oui, c'était guide webinaire, on va partager avec vous en fin de notre webinaire. Et le quatrième état, c'est traiter et nettoyer les données avant toute modification, donc vraiment, télécharger une version brute de votre donnée et mettez dans un classeur séparé. Ça évite au moment de vous amener à modification sur un donnée, vous avez un exemplaire qui était brut, qui est prêt à utiliser. Formater vos données dans une base de données lisible. Utilisez la base de données qui votre équipe elle est déjà formée, elle sait l'utiliser. Prenez mesure de correction, suppression, comme je disais, au fur et à mesure, voir les données, quelle pratique doit être
modifier, quelle donnée doit être supprimée et ça, mener le changement au fur et à mesure. Coder, repousser certains groupes pour analyser si on a des questions quantitatives qui donnent la même réponse, essayer de le regrouper pour faciliter l'analyse. Et avant de chaque étape, examiner les données pour confirmer que vous n'avez pas apporté de modifications attendues. Donc, vraiment basé sur le plan d'analyse que vous avez déjà préparé pour faire les modifications. Et durant le nettoyage, continuer de modifications apportées et journal de modification, fait un journal de modification et dans ce journal, vous écrivez toutes les modifications que vous avez créées sur une base de données que vous avez. Oui, et nettoyer ces bases de données principalement d'un processus logique qui consiste d'une analyse, cohérence des données à affecter d'une triangulation. Donc, une correction des erreurs, ça en fait pour de fur et à mesure. Et la fiabilité de données, ça qui nous amène de cohérence logique, c'est un nettoyage. Le nettoyage de données est nécessaire juste avant d'analyse qu'on a vraiment, on garantit que les données on a, elles ont des données fiables, donc on peut passer à l'étape suivante de faire l'analyse. Et, la prochaine étape, c'est classifier, stocker et accéder. Cette étape, ça doit être vraiment bien déterminé et clarifié dès le début. Une classification de données, comment vous classez les données sur le baseline, mid-term evaluation ou endline, ça vous mettez. Et stockage, vous stockez les données que vous avez récoltées depuis le terrain ou sur le cloud, sur le USB, sur tablette, téléphone, et l'accès. Qui a l'accès? C'est un rôle essentiel de déterminer qui a l'accès à quoi. Est-ce qu'on enquêteur, l'analyse, partenaire, bailleur, la population? Et ça doit être vraiment bien défini et déterminé dès le début. Ouais. Et on passe le moment important, c'est analyse les données. Vraiment pour analyse des données, donc il y a plusieurs formes d'analyse des données. On a des Excel, on a des Power BI, on a R, on a Stata, on a SPSS, et chaque élément de données distinct peut être rassemblé. Donc, c'est pas très nécessaire d'avoir un très long rapport qui est base de données. S'il y a des informations pour ça rassembler, essaye de le rassembler pour simplifier le processus d'analyse des données. Et le moment de partage et recevoir de retour, le partage. Oui, avec qui vous partagez les données, c'est des questions que vous devez répondre tout le moment. À travers quelle plateforme les données sont anonymisées ou non? S'il y a des informations sensibles, des personnes qui ont des VIH ou des informations sensibles comme ça, est-ce que les noms, prénoms, ISNI, ça doit montrer ou non anonymisé? Ça, vous devrez la réponse de début. Vous avez d'accord, le consentement pour collecte de données et partage de données. Donc, le consentement, c'est une base légale pour tous les partages, les données. Et on a donc les processus, le consentement, j'ai déjà mentionné, et anonymiser les données. Partage de données, accès libre ou non, avec le bailleur ou organisation partenaire, ça devrait être clair, défini dès le début. Limiter au maximum le partage de données sensibles ou personnelles, parce que avec la donnée sensible et personnelle, on risque de mettre la vie des gens en danger, spécialement dans des contextes que les humanitariens qui travaillent, donc les contextes c'est dur, des moments de guerre, c'est les informations, nom, prénom, genre, orientation sexuelle, ça peut être mis en danger la vie des gens. Et la dernière étape, c'est la conserver, j'étais archivé. Donc, quelle information,
quelle information, quelle donnée vous devez la conserver. Si oui, vous le conservez et après l'utilisation, vous passez à l'archivage. Sinon, l'information, elle n'est pas utile malgré toutes les mesures que vous avez prises, vous récoltez que les données nécessaires. Le moment, c'est la suppression. Et la prochaine boîte d'outils Carte-ONG elle va travailler sur c'est la conservation et archivage et suppression de données. Donc, on partagera avec vous prochainement. Et merci. Je passe à ma collègue. Merci, Barodan. Euh, et on est presque arrivé, on a encore quelques minutes ensemble, on est arrivé presque à la fin. Quels étaient un peu les messages clés de cette formation, de ces webinaires? Évidemment, le fait d'adopter une approche intégrée de la gestion des données a comme finalité aussi renforcer l'efficacité de votre suivi-évaluation et évidemment une approche intégrée évidemment sur la gestion des données, sur la gestion de l'information va vous aider aussi à assurer, peut être un component très important pour assurer le succès de vos programmes. Vous avez vu avec Verodan maintenant comment vous pouvez intégrer la gestion des données, euh, évidemment, dans chaque étape de votre suivi, dans chaque étape aussi de votre évaluation. Le fait de bien comprendre chaque étape du cycle des gestions des données va être un maillot essentiel du processus de suivi-évaluation. Parce qu'en fait, à chaque moment que vous collectez des données, à chaque moment que vous faites le suivi, vous allez répéter tout le cycle de gestion des données. Comment on le planifie, comment on le collecte, quels sont les logiciels qu'apprend où on le stocke, comment on le traite, comment on va l'analyser, quels outils on utilise, comment on va le partager, à qui, à travers quels outils, etc., etc. Sans une gestion rigoureuse de vos données, les évaluations risquent d'être incomplètes et biaisées. Parce que si vous avez quelques données qui ont été collectées d'une façon complètement aléatoire, avec pas une fréquence régulière, par différentes personnes, ou n'ont pas été bien stockées dans une fichier, dans le cloud, etc., ça peut être compliqué après d'aller récupérer les données qui ont été collectées pendant le suivi pour qu'elles puissent être utilisées pendant vos évaluations. Et évidemment, l'évaluation, même si l'activité est hyper bien faite, en fait, l'évaluation est lacuneuse et en fait n'est pas un miroir, une réflexion des bons travail que vous avez fait au niveau technique. Et après, en fait, le fait d'avoir une bonne gestion, une gestion intégrée de la gestion des données, ça va vous aider à prendre des décisions, que ce soit sur le projet, sur le programme, sur vos projets futurs, que ça soit clair, que ça soit transparente, que ça soit des décisions qui sont claires parce que les données ont été bien collectées. Alors, si on a bien collecté les données, on est en train de prendre des décisions sur quelque chose qui est sûr, mais pas sur des données qui sont, voilà, qui n'est pas très bien collectées, qui ne reflètent pas en fait la situation actuelle. Et pour terminer, voilà, on vous engage sur 6 enjeux principaux sur la gestion des données. Le fait d'avoir une culture des données qui se soit renforcée dans dans toute la hiérarchie, dans tous les rôles de vos organisations, doit être vraiment une culture qui est transversale. Ce n'est pas seulement pour le suivi d'évaluation ou pour les gestions de l'information. Et sur ça, je vous invite à participer au prochain webinaire le 8 octobre sur la culture des données. Avoir des stratégies au niveau interne qui sont solides et cohérentes sur la gestion des données. Si on est tout d'accord sur comment on va gérer les données, évidemment, ça sera plus facile qu'avoir des façons différentes de gérer les données. Un leadership et des responsabilités claires. Ça peut vous aider la modalité de la RACI pour comprendre qui est responsable, qui doit être informé, le RACI, je vous partagerai aussi par mail après. Cette modalité, un environnement technologique maîtrisé, évidemment, utiliser les outils technologiques que vous pouvez utiliser. Et si vous ne savez pas les utiliser, cherchez des formations sur YouTube, à travers notre chaîne de YouTube, à travers notre portail IAM pour que vous puissiez monter en compétences. Évitez de collecter des données qui ne sont pas utiles. Cherchez depuis le début dans la planification à définir les données dont vous avez besoin.
Si on a besoin de calculer le nombre de personnes formées, évidemment, on n'a pas besoin, par exemple, de leur nom, de leur prénom, qui sont des données personnelles sensibles qu'on doit être capable de gérer de la bonne façon pour qu'ils ne tombent pas dans les mauvais mains, qui les utilisent d'une mauvaise façon. Alors, cherchez évidemment à préférer l'infosobriété que l'infobésité. Beaucoup de données qu'on n'utilise pas, ça ne vaut pas la peine même pas de les collecter. Et à la fin, une gestion responsable des données. Et sur la gestion responsable des données, comment gérer d'une façon responsable, avec protection, confidentialité, sécurité vos données, je vous invite à voir notre boîte à outils sur la gestion responsable des données qui est sur notre portail l'AIEM. Vous inquiétez pas, comme Bérodin disait, comme je disais tout au début, 16 slides vont être vous partagés à la fin de cette session à travers le mail. Et aussi, tous ces webinaires, le vidéo sera disponible dans notre chaîne YouTube. Alors, n'importe quel moment, vous pourrez le voir, vous pourrez le visionner. Et aussi, dans le slide, sera disponible le lien vers les différentes sources qu'on a utilisées. Je suis, par exemple, en train de vous conseiller d'aller voir maintenant. Recommandations pratiques pour arriver aux pratico-pratiques. À chercher à avoir une approche multidimensionnelle qui comprend évidemment l'implication du niveau décisionnel, qui connaissent la gestion des données et qui connaissent aussi la gouvernance des données. Chercher à développer les capacités humaines, chercher à monter en compétence évidemment dans tout ce qui est la culture des données. Ça, c'est un peu le premier pas pour après mettre en place au niveau de vos organisations, de vos projets, de vos interventions, des pratiques, des bonnes pratiques en gestion des données et les inclure évidemment dans vos suivis et évaluations. Chercher à déployer des solutions qui sont pensées pour la durée, pour être durables, et pas seulement pour qu'on puisse l'utiliser sur ces projets. Après, on perd la capacité ou on perd cette solution technique durable. Et chercher à partager entre vos équipes différentes, entre différents groupes. Je voyais, par exemple, qu'il y avait quelqu'un qui proposait dans le chat un groupe WhatsApp. Si tout le monde est d'accord pour créer ces groupes WhatsApp, nous, évidemment, on ne peut pas le faire, mais si vous voulez, pour partager vos expériences aussi, ça peut être une bonne communauté des pratiques qui va s'enchaîner, qui peut partager aussi des bonnes ressources entre vous et pour capitaliser, évidemment, des connaissances. Si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire aussi dans le chat. On a cherché à répondre un peu au fur et à mesure qui montait dans le chat. Et comme je vous disais avant, je poursuis pour qu'on puisse terminer à l'heure. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On continue à répondre dans vos chats. Et aussi, et aussi à la fin de cette webinaire, dans le mail où vous allez trouver le lien à ces slides et le lien du vidéo à la chaîne YouTube des cartons G. On vous partagera aussi un formulaire pour que vous puissiez donner vos retours, aussi des suggestions sur des autres thématiques que vous aimeriez sur lesquelles vous aimeriez qu'on concentre des autres webinaires. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, vos recommandations, votre suggestion et inclure aussi certaines questions si vous en avez. Concernant les ressources clés, je vous disais, il y a les ressources clés que vous pouvez trouver dans le boîte à outils, dans le portail AIEM avec les différentes boîtes à outils sur la gestion des données, la boîte à outils sur les premiers pas sur la gestion des données responsables et des données programmes. Et comme je vous disais, la gestion responsable des données. Celle-là, si vous gérez des données personnelles et sensibles, je la vous conseille fortement, tout en considérant qu'il y a vraiment des cas pratiques et qu'il y a vraiment des suggestions pratiques sur comment améliorer dans votre vie quotidienne, dans le travail quotidien, la gestion des données, comment le partager entre collègues, par exemple, comment le gérer avec les bailleurs, etc. Et après, il y a, vous aussi, vous mentionnez, vous aviez mentionné, vous avez demandé s'il y a des formations sur des outils spécifiques, toujours dans dans le même portail où vous allez trouver ces ressources ici. Il y a aussi certaines autres boîtes à outils sur, évidemment, Excel. Et aussi, ça devrait sortir la prochaine année, une boîte à outils sur Power BI, alors plutôt dashboard, plutôt tableau de bord. Mais voilà, vous allez aussi pouvoir trouver ces ressources qui peuvent être utiles. Et il y a évidemment aussi des autres sources externes qu'on a utilisées pour la création de cette formation. Ici, vous pouvez trouver les liens pour chacune de ces manuels et de ces
politique. Ça, ce sont les autres. Et je laisse la parole à Beroudan pour que ça vous parle un peu des critères, des standards aussi que vous pouvez explorer dans votre de chaque jour. Rebonjour. Avant de partir sur ce point, j'ai juste dans le chat, je vois vraiment cet webinaire, ce n'était pas vraiment consacré à donner approfondissement sur le suivi évaluation, mais juste pour cocher certaines cases de interaction entre gestion d'information et suivi évaluation. Et pour ça, si vous avez besoin vraiment, on fait un webinaire ou un cours spécifique sur le suivi évaluation. Donc, après cet webinaire, on vous envoie des formulaires de satisfaction et vous pouvez suggérer. Donc, et parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui demandent sur l'indicateur, donc je pense à ce moment de se poser. Et pour revenir, quelques standards à explorer. Donc, Core Humanitarian Standard, la version de 2024. En mars, ça a été mis, et en mars, c'était une nouvelle version. Donc, allez le voir. Sphere Standard, il y a beaucoup des indicateurs qui demandent des indicateurs, spécialement c'est pour le WASH, la livelihood, sécurité, child protection. Donc, c'est bien de le voir. Lex, c'est pour Livestock, c'est pour des moyens de subsistance. C'était une ressource très importante de le voir. CALP, c'est pour le cash, tous les programmes de cash. Donc, il y a des ressources aussi, il y a des indicateurs qui est pertinent de le voir. Euh, Je sais pas pourquoi il fait ça. Je crois que ça. Ça va. Oui, aussi, on a ressources sur notre chaîne de YouTube. Et au fur et à mesure, on essaie toujours de alimenter avec des connaissances, avec des sujets qui semblent intéressants pour tout le monde. Donc, si vous avez le temps, allez le voir. Aussi, dernier rappel de prochaine séance de webinaire, c'est sur la culture de données. Et c'est très intéressant de culture de données parce que beaucoup de gens consacrent sur la technologie, sur la technologie disponible pour les données, mais on oublie souvent que derrière ces technologies, il y a des gens qui travaillent comme moi, comme vous. Et donc, si la culture doit propagander entre nous de comment gérer, gestionner des données de manière sécurité, de manière durable. Et Et avec ça, je peux aussi vous montrer directement, voir. Ok, si vous rentrez, pour vous donner une idée, si vous rentrez dans notre chaîne YouTube, déjà pendant quelques instants, sur YouTube, vous tapez directement carton NG et non, ça, c'est pas le cas. Et vous allez trouver notre logo, vous allez taper sur notre page et en fait, vous allez avoir accès à beaucoup de notre vidéo de playlist. Dans la playlist, il y a aussi la série des webinaires qui s'est conclue début de cette année. Et ça a passé pendant 8 mois l'année dernière sur le renforcement des pratiques des ONG en matière de données. Vous pouvez trouver, il y a aussi pas mal de sessions sur la gestion des données géographiques. Alors, je vous mets le lien directement dans le chat pour notre chaîne YouTube. Et concernant l'IAM Portal, voilà, ici on a tous les ressources. Il y a plusieurs ressources sur l'IAM Portal qui sont internes des cartons G, mais sont aussi, voilà, on fait un peu une veille aussi dans le secteur. Alors on cherche aussi à diffuser des ressources qui sont publiées, qui sont créées, qui sont produits par des autres, par le secteur en général. Par exemple, ici, c'est le Standard University, mais il y a aussi Centre pour des data humanitaires, etc. Euh, Vous avez beaucoup de ressources et si vous voulez, comme je vous disais, on a aussi le Learning Corner, un peu le coin apprentissage. Et là, vous allez avoir accès à tous les boîtes à outils. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a une boîte à outils, pardon, ça c'est en anglais, mais si vous tapez, désolé, je dois déplacer ça. Euh, il y a aussi la possibilité de tout en français. En français.
Vous voyez pas l'écran, désolé. Alors, ici. Ok, maintenant vous devrez le voir. Je suis désolée. Voilà. Alors, je reviens sur la chaîne YouTube. Comme je vous disais, vous tapez Carton G dans la barre de recherche et vous trouvez notre logo. Et là, vous allez avoir beaucoup de vidéos, tout en considérant le renforcement aussi sur les webinaires passés sur le renforcement des pratiques des ONG en matière de données. Et aussi sur le Learning Corner, je vous envoie le lien aussi dans le chat. Et là, vous allez avoir plusieurs ressources et évidemment sur le coin apprentissage, vous allez avoir les boîtes à outils sur l'analyse des données quantitatives, les outils Excel, comment utiliser Excel, sur les données géographiques, la visualisation des données, l'analyse des données quantitatives et qualitatives avec aussi certains outils qui sont mentionnés. Les premiers pas aussi sur la gestion responsable des données. Voilà, vous avez plusieurs boîtes à outils et ça vous sert en fait pour la formation et pour intégrer dans vos pratiques quotidiennes voilà, la gestion des données. Et pardon, je te laisse terminer. Alors, je vais revenir sur la présentation. Et on était là. Je pense qu'on est à la fin. Juste pour le prochain webinaire sera en octobre. Et comme on a clarifié que vraiment, on n'a pas touché beaucoup des éléments de 1000 parce que c'était pas consacré que pour le 1000 au suivi évaluation, mais le croisement entre suivi, évaluation et gestion de données. Et comme on l'a montré vraiment, une bonne gestion de données, ça rentre dans toutes les étapes de 1000 suivi, donc suivi, évaluation d'un projet et prenez tout ça en considération. Et comme je disais dans le formulaire de satisfaction, qu'il y aura une solution pour ceux qui voulaient le voir au cours webinaire. N'hésitez pas à proposer ce que vous trouvez que est essentiel pour vous améliorer votre secteur d'intervention ou votre manière de travailler. Et on essaie de le répondre de manière efficace et plus vite possible. Et merci bien pour tout le monde, pour les personnes qui ont vraiment consacré 1 heure et demie pour être avec nous. Moi, Birudan Mustafa et Jessica, on vous remercie. On est Carton NG aussi. Et voici votre numéro de téléphone et mail est sur le site internet. Si vous voulez être en contact, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.